Bonjour à toutes et à tous, je me présente Eric Lelouch, cardiologue dans le service de cardiologie au CHU de Sfax. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle capsule intitulée La place des nouvelles molécules dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë à feu vite. Et vous rappelez-vous tous de cette histoire naturelle de l'insuffisance cardiaque qui commence par une première décompensation cardiaque avec hospitalisation, qui est suivi par une phase vulnérable pour laquelle le patient peut récidiver sa décompensation cardiaque, avec une phase après de stabilisation où il y a le risque de mort subite. À la fin, on arrive à une phase terminale avec des décompensations itératives, arrivant à la défaillance de la pompe cardiaque et à la fin, le décès. Un patient qui est hospitalisé pour décompensation cardiaque, il y a plusieurs types de syndromes, et là on parle des syndromes d'insuffisance cardiaque aiguë, qui passent par insuffisance cardiaque hypertensive, celle qui est associée à un syndrome coronaire aigu, à un état de choc, à une défaillance du ventricule droit. Et pour faire plus simple, les recommandations disent qu'il faut voir l'état de congestion, l'état de la perfusion. Et il y a deux phénotypes. Le premier, qui est le plus fréquent, 95% des cas, c'est le phénotype, on va dire, congestif. Et le 5% des cas, c'est le phénotype avec BADIBI et hypoperfusion d'organes. Dans les deux cas, ce qui est recommandé, c'est qu'après stabilisation clinique, il faut initier et optimiser le traitement médical avec classe 1 de recommandation. Et ce traitement médical optimal recommandé est basé sur ces quatre classes thérapeutiques, à savoir IEC, ARNI, bêta-bloquant, anti-aldostérone ou inhibiteur des GLT2. Et en deuxième lieu, il y a l'ivaradine, si la fréquence reste supérieure à 110 en rythme sinusal malgré le bêta-bloquant. Les recommandations toutes récentes, publiées il y a quelques semaines de l'ACC AHA 2022, disent bien que pour les patients hospitalisés pour décompensation cardiaque, le traitement médical préexistant doit être optimisé et continué, et que si le patient est naïf de tout traitement médical recommandé, il faut initier le traitement médical après stabilisation clinique. Ces recommandations font suite à plusieurs études et registres prospectifs qui ont bien montré que le fait de ne pas commencer ou d'arrêter un traitement médical recommandé, ça va alourdir la survie, alourdir la mortalité de ces patients insuffisants cardiaques. Et pour les IEC et les ARA2, c'est pareil. Vous voyez la courbe de mortalité pour les patients chez eux, on n'a pas commencé ou on a arrêté le traitement par IEC ARA2. Ce sont les patients qui ont le taux de mortalité à un an ou le taux de réadmission pour insuffisance cardiaque à un an le plus important par rapport aux autres. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la place des nouvelles molécules, à savoir ARNI, inhibiteur IGLT2 et ivaradine, chez les patients qui viennent d'être hospitalisés pour décompensation cardiaque à feu vite. Pour l'ARNI, il y a deux études qui ont testé la place d'ARNI chez les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë, l'étude pionnière HF et l'étude transition. Pour l'étude transition, c'était une étude pour comparer deux stratégies d'introduction d'ARNI avant la phase, durant la phase hospitalière, c'est-à-dire avant la sortie, ou à la phase chronique après la sortie. Pareil, ce sont des patients qui sont sous-UEC. On fait 36 heures de hash-out pour introduire l'ARNI comme vous le voyez ici. Donc, un follow-up de 10 semaines avec un critère de jugement, c'était le fait d'arriver à la dose optimale d'ARNI, qui est 200 mg x 2, à 10 semaines de suivi. Pour le critère primaire de jugement, il n'y avait pas de différence, comme vous voyez ici, entre les deux bras, et pratiquement la moitié des patients atteint la dose optimale de 200 mg x 2, quelle que soit la stratégie. Et le plus important, c'est que, quelle que soit la stratégie, il n'y a pas de différence en termes de tolérance thérapeutique et d'effets indésirables. Pour la deuxième étude, c'est l'étude pionnière HF, qui a comparé deux bras randomisés, deux stratégies, enalapril versus sacubitril/valsartan. Les deux stratégies, c'était l'introduction précoce à la phase hospitalière. Comme critère de jugement, c'était la modification des NT-proBNP entre le début du traitement et à la semaine 4 et la semaine 8 du traitement, avec aussi ils ont testé aussi le critère du safety, c'est la fonction rénale, l'hypercalémie et l'angio-œdème. 880 patients qui sont randomisés pour décompensation cardiaque avec FE altéré, et après stabilisation hémodynamique qui est définie par une pression artérielle qui reste supérieure à 100 mm de mercure, pression systolique avec absence de signes d'hypotension 6 heures avant la randomisation, que
il n'y a pas de nécessité d'augmenter la dose diurétique IV et qu'il n'y avait pas recours au vasodilatateur IV dans les 6 heures avant l'introduction du traitement et que 24 heures avant, il n'y avait pas d'utilisation d'inotrope positif comme vous voyez ici. Les deux bras, c'est sacubitril/valsartan avec la dose cible de 200 mg x 2, l'énapril c'est de 10 mg x 2 et la dose de départ, elle dépend aussi de la pression systolique comme vous le voyez ici. Un tiers des patients, il s'agissait d'une première décompensation cardiaque inaugurale. Et pour le résultat, donc, il n'y a pas photo, il y a 29% de réduction de ce critère primaire en faveur du groupe sacubitril/valsartan par rapport à l'énapril. Pour le critère secondaire, c'était un critère clinique combinant décès, insuffisance cardiaque avec hospitalisation, recours à l'ELVAD ou la mise sur une liste de greffe cardiaque. Pareil, c'est en faveur du sacubitril/valsartan avec une baisse de 46% de ces critères, et ceci sans augmenter les critères de tolérance par rapport à l'énapril, comme vous le voyez ici. Et si on voit les sous-groupes, le résultat était positif indépendamment de l'antécédent de source cardiaque et indépendamment de l'utilisation ou non d'Arini ou d'IEC dans le passé. Pour les anti-SGLT2, deux études aussi, l'étude CEST WHF et l'étude Impel Study. La place des anti-SGLT2, déjà, elle est mise en première classe avec les 4 classes thérapeutiques grâce à 2 grandes études randomisées, l'étude Ampara-Reduced avec l'orglutazine et l'étude DAPA-HF en 2019 avec le DAPA-glutazine. Les deux, ils ont montré que versus placebo, chez les patients AFE altérés, indépendamment du profil diabétique métabolique des patients, ça réduit le taux de décès et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, comme vous le voyez ici. Alors que ces deux études DAPA-HF et Ampera-Reduced, ils ont testé ces molécules à la phase, on va dire, chronique après la sortie de l'hôpital, l'étude sur l'Ouest, elle a dit on va tester une molécule, la molécule c'est le sotagliflozine, c'est l'anti-SGLT2 mais aussi l'anti-SGLT1, mais à la phase aiguë, la phase hospitalière, après stabilisation hémodynamique, comme vous voyez ici. Donc, 600 patients pour chaque bras. Le bras, c'est placebo, le bras comparateur. Et le critère primaire, c'était décès cardiovasculaire, insuffisance cardiaque. C'était en faveur du sotagliflozine avec une réduction de 33% de ce critère. Cette réduction était secondaire essentiellement à une baisse très significative du taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et taux de visite urgente pour insuffisance cardiaque, alors que la réduction du décès n'était pas significative. Une chose aussi intéressante à dire, c'est que la significativité apparaît dès le 20e jour après la randomisation en faveur du groupe sotagliflozine et que cette molécule est efficace indépendamment de la FEVG inférieure ou supérieure à 50%, comme vous le voyez ici. Pour la deuxième étude, c'est l'étude Ample Study qui a comparé l'empagliflozine versus placebo chez les patients hospitalisés pour décompensation cardiaque avec FE réduite ou préservée, avec 3 jours comme délai médian de randomisation. C'est entre 24 et 5 jours, comme vous le voyez ici. Les critères de stabilité clinique, c'était les mêmes critères que celles des critères de l'étude pionnière. Et pour les résultats, c'était en faveur de l'empagliflozine avec réduction de 36% du critère primaire composite à 90 jours, indépendamment de la FEVG, comme vous voyez ici, avec une bonne tolérance. Les anti-SGLT2 aussi, ils ont une place, comme dans l'insuffisance cardiaque aiguë, si les diurétiques ne sont pas efficaces pour améliorer la réponse rénale aux diurétiques, comme vous voyez ici dans les recommandations de 2019. La troisième molécule, c'est l'ivabradine. L'ivabradine, déjà, on connaît sa place dans l'insuffisance cardiaque FE altérée chronique, c'est en classe 2A. Si le patient reste symptomatique, FE moins de 40%, rythme sinusal, alors que la fréquence cardiaque reste supérieure à 70 battements par minute, malgré la dose maximale tolérée de bêta-bloquants. La question, c'est quelle est sa place dans l'insuffisance cardiaque aiguë à FE réduite. Pour rappeler, c'est l'action de l'ivabradine, c'est un inhibiteur du courant IF du nœud sinusal
qui fait que c'est un bloqueur du sinus sinusal, donc c'est un bradycardisant. Il va réduire de façon exclusive la fréquence cardiaque qui dépend du nœud sinusal en réduisant cette pente de dépolarisation diastolique. Cette fréquence cardiaque, on sait, c'est un marqueur pronostic. D'après l'étude EVA Study, le fait d'avoir une fréquence cardiaque supérieure à 170 battements par minute à une semaine et à 4 semaines après la sortie d'une décompensation cardiaque, c'est un marqueur prédictif de mortalité, toute cause, comme vous le voyez ici. Alors que dans la vraie vie, il y a moins de 50% des patients qui ont une fréquence cardiaque qui est inférieure à 110, ce qui souligne que les bêta-bloquants seuls ne sont pas suffisants. L'étude Shift avec cette analyse de post-hoc montre bien que les patients qui sont exposés à l'ivabradine qui viennent de sortir d'une première décompensation cardiaque, ils ont une réduction significative versus placebo en termes de réduction d'une nouvelle hospitalisation pour décompensation cardiaque, ce qui souligne l'intérêt de prescrire l'ivabradine durant la première hospitalisation pour réduire le taux de décompensation ultérieure. Une deuxième étude, l'étude éthique AHF, c'est une petite étude randomisée avec une faible, on va dire, taille de population qui a comparé deux stratégies. Une stratégie interventionnelle qui est bêta-bloquant plus ivabradine versus la stratégie conventionnelle classique bêta-bloquant seul chez des patients qui viennent d'être hospitalisés pour décompensation cardiaque avec FE moins de 40% et après stabilisation clinique 24 à 48 heures, lorsque la fréquence cardiaque reste supérieure à 110, ils étaient randomisés. Les résultats, c'était le pourcentage de baisse de la fréquence cardiaque moins de 110 28 jours après. Et remarquez, le groupe en vert, c'est ivabradine plus bêta-bloquant. Ce sont les patients, chez eux, on a pu baisser de façon significative la fréquence cardiaque. Et le pourcentage d'administrer à dose modérée ou optimale de bêta-bloquant était similaire entre les deux bras, entre les deux groupes, comme vous le voyez ici. Est-ce que l'ivabradine a une place dans l'état de choc cardiogénique chez des patients sous inotrope positif avec difficulté de sevrage? On le sait bien que sur le plan physiologique, l'ivabradine a cette action bradycardisante, mais par contre, elle n'a pas d'action inotrope négative, mais même elle a une action inotrope positive avec augmentation du stroke volume, c'est-à-dire du volume d'éjection systolique, du débit cardiaque et de la perfusion diastolique comme vous le voyez ici. Et selon une étude récente en 2020 qui a colligé les études qui ont testé l'ivabradine chez les patients décompensés mais qui sont en état de choc, qui sont sous catécholamine, on voit bien que les patients qui sont sous ivabradine sont des faibles cohortes, mais ça montre bien que l'ivabradine permet d'augmenter la pression systolique, elle permet de baisser la fréquence cardiaque, elle permet d'augmenter le stroke volume, comme vous voyez ici, et d'augmenter pour certaines études le débit cardiaque. Et dans une étude française de 9 patients qui sont en état de choc sous dobutamine, qu'ils étaient mis sous ivabradine, ça montre bien qu'il y a une baisse de la fréquence cardiaque avant et après mise sous ivabradine, mais ça augmente de façon significative la pression systolique et le stroke volume, et même la mortalité par rapport à un groupe contrôle a été améliorée dans le groupe ivabradine. La question actuellement, pour quel patient et pour quel profil on va donner une molécule ou une autre, et dans quel temps, dans quel timing on va donner ces molécules. Donc, insuffisance cardiaque à FE8, il y a plusieurs phénotypes. Et ce phénotype dépend de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, du rythme, est-ce qu'il est sinusal ou LFA, et de la fonction rénale. Et du coup, il y a plusieurs profils, il y a au moins 9 profils selon ce papier que je vous invite à le voir, qui est publié dans European Journal of Heart Failure en 2021. Et dans ce même papier, vous voyez les différents profils, et pour chaque profil, on peut commencer par un traitement ou par un autre. Par exemple, chez les patients qui avaient une fréquence cardiaque qui est supérieure à 70 alors que la pression artérielle elle est inférieure à 90 sur 100 mmHg, là, ce papier recommande de commencer par les anti-SGLT2, par les bloqueurs anti-aldostérone et par l'ivabradine
à la place des bêta-bloquants et des IEC-RNI, et ceci surtout si la fréquence cardiaque est supérieure à 110 et la pression artérielle elle est inférieure à 90. Par contre, si la pression elle est supérieure à 140 et que la fréquence est entre 60 et 70, ce qui est recommandé, c'est bêta-bloquant, inhibiteur SGLT2 et IEC ou RNI avec anti-aldostérone, alors que l'ivermectin n'est pas recommandé. Et si le patient il a une altération de la fonction rénale avec une clearance qui est inférieure à 30 minutes par minute, ce qui est recommandé, c'est anti-SGLT2, bêta-bloquant et diurétique. Et on sait très bien que l'ARNI sont contre-indiqués si la clearance est inférieure à 30. Et pour les anti-SGLT2, l'étude Ampère Reduced, ils ont testé jusqu'à une clearance à 20 millilitres par minute. Pour l'introduction, est-ce qu'on introduit un par un ou on peut introduire de façon simultanée et rapide? Actuellement, c'est recommandé de commencer les 4 médicaments chez un patient X à faible dose, avec initiation rapide à faible dose pour faire une titration au bout de 2 semaines, au bout de 4 semaines, pour arriver à la dose optimale recommandée au bout de 42 jours, comme vous le voyez ici. Pour conclure, chez les patients hospitalisés pour poussée d'insuffisance cardiaque, le traitement médical recommandé préexistant doit être poursuivi et optimisé pour améliorer le pronostic sauf contre-indication. Le traitement médical recommandé doit être initié pendant l'hospitalisation une fois la stabilité clinique atteinte, avec la possibilité d'une initiation simultanée selon le profil patient. Les EEC, RNI, bêta-bloquants, MRA, les anti-SGLT2 ont montré leur efficacité en termes de réduction de la mortalité et le taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. L'ivermectin semble être une molécule promoteuse dans l'insuffisance cardiaque aiguë pour réduire la fréquence cardiaque à la sortie de l'hôpital et aider aussi le sevré d'inotropes sans réduction significative de la mortalité. Je reste à votre attention s'il y a des questions dans le forum et je remercie pour votre attention. Au revoir.